Imagine une armée qui n'existe pas, des soldats qui ne figuraient sur aucune liste officielle. Ce n'est pas une histoire de héros sur des affiches de recrutement, c'est l'histoire de fantômes. Tu penses tout savoir sur la guerre du Vietnam? Oublie tout ce que les manuels d'histoire t'ont raconté. Aujourd'hui, nous levons le sceau strictement secret de l'une des opérations les plus incroyables de l'histoire des forces spéciales. Un colonel américain, parfait, comme sorti de la couverture d'un magazine. Un homme du système, convaincu que les guerres se gagnent avec des bottes propres et de beaux rapports. Et 5 sauvages australiens, 5 ombres sans grade, sans règles et absolument sans pitié. Que se passe-t-il quand tu jettes un homme dépendant du confort du quartier général, dans la chaleur absolue de la jungle, avec une unité qui méprise le concept même d'ordre? Ce n'est pas seulement un choc de culture, c'est l'effondrement de tout ce en quoi croyait le Pentagone. Dans un instant, tu verras comment la psyché humaine se désintègre en seulement 4 jours. Tu sentiras l'odeur de la peur quand l'ennemi te frôlera à un pouce du visage. Et tu découvriras pourquoi ces hommes n'ont jamais, tu m'entends, jamais demandé d'évacuation. Pourquoi ils coupaient les canons de leurs fusils. Pourquoi ils marchaient pieds nus à travers l'enfer. Et quelle vérité terrifiante ils cachaient même à leurs propres alliés. Regarde ce film jusqu'à la dernière seconde, car la fin de cette histoire te forcera à repenser le sens même du mot victoire. Prépare-toi, nous entrons dans la zone verte et il n'y a pas de retour en arrière. Commençons. Il est arrivé en Asie du Sud-Est avec une doctrine dans la poche et une poitrine pleine d'insignes brillants. Le colonel Arthur Blackwood, connu de ses subordonnés sous le nom de Clou, en raison de sa posture rigide et de son approche encore plus dure, était diplômé de West Point et traitait le champ de bataille comme un échiquier. Pour lui, le conflit au Vietnam n'était rien de plus qu'une équation complexe attendant d'être résolue. Il croyait que l'efficacité égalait les machines multipliées par la routine. Il avait foi en l'acier et les systèmes, et dans la force écrasante de la logistique. Depuis la hauteur d'un hélicoptère, la guerre lui semblait maîtrisable. Elle ressemblait à un théâtre d'opérations qu'on pouvait conquérir proprement, diviser en zones et exécuter selon un calendrier strict. Mais cette illusion soigneusement construite allait se dissoudre plus vite que du sucre dans du thé chaud. Dans la chaleur étouffante de 1969, le colonel Blackwood a demandé une tournée d'observation à court terme avec des éléments de reconnaissance alliés. Il ne cherchait pas l'aventure, il cherchait des données. Il voulait analyser comment opéraient les autres nations, particulièrement les Australiens stationnés dans l'infâme province de Phoc Tuy. Des rumeurs étaient parvenues à son bureau que ces hommes faisaient les choses différemment. Mais Blackwood avait rejeté ces histoires comme des exagérations. Il s'attendait à trouver des éclaireurs de second ordre avec un accent britannique et un équipement inférieur. Il s'attendait à écrire un rapport sur leur inefficacité. Au lieu de cela, il a reçu une fissure dans toute sa vision du monde qui ne guérirait jamais. Blackwood n'était pas un lâche. Il était vétéran de patrouilles de reconnaissance à longue portée en Allemagne et avait volé comme observateur avec la cavalerie aérienne dans les premiers jours du conflit. Il avait vu des combats, perdu des hommes, mais s'accrochait toujours à la conviction que la guerre pouvait être systématisée. Il pensait que le chaos pouvait être décomposé en résultats prévisibles, comme un projet d'ingénierie. La jungle n'était qu'une autre variable à optimiser. Quand il se préparait au transfert, son uniforme était repassé, son arme de poing reposait confortablement dans son étui, et les ordres étaient nets dans une chemise manille. Il était l'incarnation de la machine militaire américaine, bruyante, fière et indéniablement puissante. Cependant, personne ne l'avait averti que dans la brousse profonde, la puissance n'est qu'un engagement attendant d'être exposé. Sa destination était une nouvelle base opérationnelle australienne. Il est descendu de l'avion de transport ayant l'air prêt pour une inspection de parade, et non pour une patrouille dans l'enfer vert. Il a été accueilli non par un convoi de véhicules ni par une fanfare, mais par un seul officier de transport qui a simplement pointé vers la ligne d'arbres. Il n'y avait pas de salle de briefing climatisée, il n'y avait pas de radio bourdonnant d'activité. Il n'y avait que les arbres, interminables et silencieux. L'officier a indiqué que son équipe l'attendait dans la végétation. C'était le premier signe que quelque chose n'allait pas. Le colonel s'est dirigé vers la jungle, s'attendant à une formation standard de peloton. Ce qu'il a trouvé attendant dans les ombres allait remettre en question tout ce qu'il pensait comprendre sur la survie. 5 hommes se tenaient là,
Salz et complètement silencieux. L'un d'eux avait coupé le canon de son fusil presque de moitié, une modification qui a fait frissonner Blackwood de dégoût professionnel. Un autre ne portait pas de radio visible, pas de casque et n'avait aucun signe de grade. Ils ne l'ont pas salué. Ils ne se sont même pas exprimés pour confirmer la présence d'un officier supérieur. L'un d'eux a simplement pointé du doigt et a commencé à marcher dans la végétation dense. Blackwood a cherché autour de lui une équipe de soutien, un officier de liaison, la queue logistique qui accompagnait toujours une unité de ce rang. Il a demandé où était le reste de l'unité. Le soldat le plus grand, un homme nommé Jack Harper, mais connu de tous sous le nom de Dingo, a simplement pointé vers lui-même et ses 4 compagnons dépenaillés. C'était tout. C'était toute la force. Il n'y avait pas de mots pour décrire le mélange d'embarras et de mépris que Blackwood a ressenti à ce moment. Il était arrivé s'attendant à une démonstration de soutien allié et de discipline militaire. Au lieu de cela, il a reçu le début d'une patrouille de 4 jours qui allait le dépouiller de son ego couche par couche. Il a suivi les 5 fantômes dans la brousse, serrant son carnet comme un bouclier. Il n'y avait pas de carte, pas de radio et pas de plan de sauvetage. Il n'y avait que l'instinct, le silence et la guerre silencieuse, menée selon des termes invisibles. Pour le colonel, les Australiens semblaient étranges, peut-être courageux, mais finalement impossibles à adapter pour une armée moderne. Ils opéraient en petites patrouilles et comptaient sur l'improvisation, ce que Blackwood percevait comme une faiblesse. Pour lui, ils étaient une relique d'une époque révolue, plus semblable aux éclaireurs de la guerre des Boers qu'aux participants d'une campagne militaire moderne. Mais il allait bientôt apprendre que dans la jungle, le passé est la seule chose qui survit. Le colonel Blackwood se tenait devant le hangar rouillé, comme une statue de perfection militaire moderne. Ses bottes étaient polies jusqu'à un éclat de miroir qui reflétait le soleil tropical intense. Son uniforme était amidonné assez rigidement pour pouvoir couper la peau, et l'arme de poing reposait sur sa hanche avec une précision géométrique. Il ressemblait à une affiche de recrutement prenant, mais les 5 hommes se tenant face à lui avaient l'air d'avoir rampé hors d'un cauchemar. Ce n'étaient pas des soldats au sens traditionnel. C'étaient des créatures des marais. Leurs uniformes pourrissaient sur leur dos, tachés d'argile rouge et de sueur sombre. Ils ne portaient pas de signe de grade, aucun écusson d'unité et absolument aucun casque. Pour Blackwood, ce n'était pas une unité spécialisée. C'était un effondrement de la discipline si grave qu'il confinait à la négligence punissable. L'équipement qu'il portait était encore plus choquant pour l'œil entraîné du colonel. L'un des hommes, un opérateur silencieux aux yeux comme du silex, tenait un fusil L1A1 qui avait été brutalement mutilé. Le canon était coupé presque jusqu'au bouchon de gaz, une modification qui détruisait la portée de l'arme et violait tous les manuels de l'Alliance de l'OTAN. Un autre homme tenait un pistolet mitrailleur Owen, une relique de la Seconde Guerre mondiale qui appartenait à un musée et non sur un champ de bataille moderne. Il ne portait pas d'équipement standard, seulement des sangles de toile et du ruban vert enroulé autour de l'équipement pour étouffer chaque tintement métallique. Un soldat avait même découpé des trous de drainage directement dans ses bottes, exposant ses chaussettes à la boue. Pour Blackwood, ce n'était pas de l'innovation, c'était de la pauvreté. Cela ressemblait à une bande désespérée de pirates, et non à une force de combat d'élite. Mais la véritable horreur pour le colonel est venue quand il a parcouru le groupe du regard, à la recherche d'un opérateur radio. Dans chaque patrouille américaine, le RTO est la ligne de vie, le dieu qui fait descendre le tonnerre du ciel. Blackwood cherchait le lourd sac à dos radio, l'antenne fouet, l'écouteur qui reliait l'unité à la puissante machine logistique de l'armée. Elle n'était nulle part. Il exigeait de savoir où était leur communication, sa voix tendue d'incrédulité. Le chef d'équipe, le sergent Jack Dingo Harper, s'est simplement tapé le front. Il ne portait pas de radio à longue portée. Donc il n'avait aucun moyen d'appeler l'artillerie, aucun moyen de demander une évacuation médicale et aucun moyen de demander des renforts. Dans le monde de Blackwood, ce n'était pas du courage. C'était une garantie statistique de catastrophe. Il a catalogué leur apparence comme un jeu téméraire avec des vies humaines. Son esprit a immédiatement calculé les pourcentages de risque et les a jugés terriblement élevés. Sans réseau opérationnel, ces hommes entraient en territoire ennemi aussi bien nus.
Il refusait d'utiliser des hélicoptères, sauf si absolument nécessaire, préférant marcher pendant des jours plutôt que de risquer le bruit du rotor. Pour le colonel, qui croyait en la force de feu écrasante et la supériorité aérienne, cette approche minimaliste était un sous-développement tactique. Il avait exprimé cette opinion à voix haute lors d'un briefing à Long Binh quelques jours plus tôt, les qualifiant d'isolés et d'individualistes. Il avait argumenté qu'on ne pouvait pas modeler une armée autour de gens qui refusaient de respecter la doctrine standard. Mais en regardant leurs visages peints et leurs yeux froids, il a réalisé que son opinion ne signifiait absolument rien pour eux. Le contraste était aveuglant. D'un côté se tenait la puissance du complexe militaro-industriel, représenté par un homme avec un carnet et un plan. De l'autre côté se tenaient 5 chasseurs sauvages qui s'étaient dépouillés de tout ce qui ne contribuait pas directement à la survie. Blackwood a ressenti une vague d'arrogance professionnelle. Il était là pour observer, oui, mais il était aussi là pour être témoin de leur échec inévitable. Il croyait qu'en fin de compte, la jungle les punirait pour leur manque de système. Il croyait qu'ils supplieraient pour la radio qu'il regrettait de ne pas avoir apportée. Il a ajusté son lourd sac à dos, vérifié les coordonnées sur la carte et s'est préparé à montrer à ses coloniaux comment un véritable officier mène une patrouille. Mais ce n'était que la première fissure dans le barrage, et les eaux de crue se levaient déjà contre lui. La jungle n'a pas attendu pour accueillir le colonel Blackwood. Elle l'a attaqué immédiatement. Dans les 10 premières minutes de la patrouille, la chaleur l'a frappé comme un marteau physique dans la poitrine. Ce n'était pas la chaleur sèche du terrain d'exercice. C'était une couverture humide étouffante de vapeur qui bouchait ses poumons et transformait son uniforme impeccable en un chiffon lourd et trempé. La sueur coulait dans ses yeux, piquant comme de l'acide, brouillant sa vision alors qu'il luttait pour suivre le rythme des silhouettes fantomatiques devant lui. Son lourd sac à dos d'édition américaine, rempli d'équipements réglementaires, a commencé à s'enfoncer dans ses épaules avec le poids d'une conscience coupable. Chaque pas était une lutte contre les lianes qui l'attrapaient par les chevilles comme des mains squelettiques, essayant de le tirer dans la terre pourrissante. Il haletait pour respirer, son cœur battant un rythme fou contre ses côtes, tandis que les Australiens se déplaçaient à travers le mur vert comme s'ils étaient faits de brume. Le bruit était la pire trahison. Le colonel Blackwood avait passé des années à étudier la discipline du bruit, et pourtant ici, dans le silence de la brousse profonde, il sonnait comme une fanfare. Sa gourde clapotait bruyamment contre sa hanche à chaque pas. Les boucles métalliques de son équipement cliquetaient et tintaient, envoyant des sons aigus et artificiels résonner entre les arbres. À sa terreur, il a réalisé que chaque élément de l'équipement standard qu'il portait était un engagement. L'écouteur radio sur lequel il avait insisté pour apporter s'accrochait constamment aux branches, cassant des brindilles avec un son qui semblait aussi fort qu'un coup de feu. Pendant ce temps, les 5 hommes devant lui ne faisaient absolument aucun son. Ils ne marchaient pas sur le sol, ils flottaient au-dessus. Leur équipement recouvert de rubans était silencieux, leur respiration était contrôlée. Ils étaient des prédateurs dans leur élément, et il était une proie maladroite et bruyante qu'ils traînaient avec eux. À midi, le colonel ne commandait rien. Il survivait à peine. Ses chères bottes en cuir, si parfaites sur le terrain de parade, s'étaient transformées en instruments de torture. Le cuir rigide frottait la peau de ses talons, transformant chaque pas en un pic aigu de douleur. Il sentait les ampoules se former et éclater dans l'obscurité chaude et humide de ses chaussettes. Il a regardé devant lui le sergent Harper, qui marchait pieds nus pendant les 100 premiers mètres pour sentir le sol, avant d'enfiler ses bottes modifiées. Cela semblait fou, primitif et téméraire. Mais Harper se déplaçait avec une grâce que Blackwood ne pouvait pas reproduire. Les soldats australiens ne taillaient pas à travers la végétation. Ils glissaient entre les feuilles, ne laissant pas de tiges cassées, d'herbes écrasées ni de traces de leur passage. Blackwood, en revanche, laissait une piste qu'un homme aveugle aurait pu suivre. À un moment, Blackwood a trébuché sur une racine glissante et est tombé sur les genoux avec un fracas bruyant. Le bruit a immédiatement arrêté toute la patrouille. Ce n'était pas un ordre verbal. C'était un gel collectif, comme si la jungle elle-même avait retenu son souffle. 5 paires d'yeux se sont tournés pour le regarder.
Il n'y avait pas de colère dans leurs regards, pas de cris ni de réprimande. Il n'y avait qu'une déception froide et sans passion. Cela piquait plus que n'importe quel cri de général. Ils ne l'ont pas aidé à se relever. Ils n'ont pas demandé si tout allait bien. Ils ont simplement attendu que l'engagement se relève. Dans ce silence, Blackwood a réalisé la vérité brutale. Il n'était pas là en tant qu'observateur. Il était une menace. Son grade ne signifiait rien pour les sangsues rampant sur ses jambes. Ses médailles ne signifiaient rien pour les moustiques se nourrissant de son cou. Mais cette humiliation n'était qu'une entrée. La jungle se préparait à lui servir le plat principal de terreur pure. Il a essayé de reprendre le contrôle, essayé de se rappeler les manuels qu'il avait mémorisés. Il voulait vérifier sa boussole, vérifier leurs références de grille et établir un point de retrait. Mais quand il a regardé sa carte, la masse verte de la forêt se moquait de ses tentatives de navigation. Les Australiens n'ont jamais regardé une carte. Ils naviguaient par la forme des arbres, l'odeur du vent et le comportement des insectes. Blackwood a ressenti une panique croissante, une claustrophobie qui lui serrait la gorge. Il était perdu dans un monde où ses règles ne s'appliquaient pas, attaché à 5 hommes qui ressemblaient moins à des soldats qu'à une partie du paysage. Il a essuyé la boue de son visage, ses mains tremblant non de peur, mais d'épuisement qui atteignait jusqu'aux os. Et le soleil ne s'était même pas couché le premier jour. Le crépuscule dans la jungle n'a pas apporté la paix. Il a apporté un autre type de guerre. Quand le soleil a disparu, la canopée au-dessus d'eux s'est transformée en un plafond solide d'encre noire, retenant la chaleur et l'odeur de décomposition sur le sol de la forêt. Pour le colonel Blackwood, c'était le moment où sa réalité certaine s'est finalement effondrée. Il était allongé dans la saleté, enveloppé dans une doublure de poncho qui semblait humide et froide sur sa peau fiévreuse. Le sommeil était impossible. Son esprit, épuisé par la marche de la journée, a commencé à lui jouer de cruels tours. Chaque bruissement de feuilles sonnait comme un pas. Chaque craquement de brindilles sonnait comme l'armement d'un fusil. Il fixait l'obscurité jusqu'à ce que ses yeux larmoient, voyant des formes qui n'étaient pas là. Des fantômes nés de la fatigue et de la peur. Le silence était lourd, écrasant et vivant. Il n'était pas vide, il l'observait. Blackwood sentait le regard de 1000 créatures invisibles. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau emprisonné. Un son si fort qu'il était certain que l'ennemi pouvait l'entendre à des kilomètres. La paranoïa s'est installée. Il était convaincu qu'ils étaient encerclés. Il imaginait des sapeurs vietcong rampant sur leur ventre à quelques mètres, avec des couteaux entre les dents, prêts à trancher la nuit. Sa main s'est dirigée vers l'étui, les doigts tremblants alors qu'il s'enroulait autour de la poignée froide du pistolet. C'était la seule chose solide dans un monde qui s'était dissous en ombre. Il devait être prêt, il devait se défendre. Soudain, un mouvement à sa gauche a gelé son sang. Une ombre s'est détachée du tronc d'arbre, longue et sinueuse, plus sombre que la nuit qui l'entourait. Elle se déplaçait avec une grâce lente et délibérée qui était terriblement contre nature. Le souffle de Blackwood s'est figé dans sa gorge. Il était là. L'ennemi, un soldat, un saboteur. Cela ne l'intéressait pas. L'adrénaline a inondé son système, emportant la logique. Il a commencé à sortir son arme, le métal glissant sur le cuir avec un chuchotement silencieux. Son doigt a trouvé la gâchette. Il allait tirer. Il allait faire exploser cette ombre dans le néant et sauver sa vie. Le canon a commencé à se lever, visant la forme sombre qui se dressait au-dessus de lui. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, une main s'est refermée sur son poignet comme un étau de fer. Cela s'est produit si vite que son cerveau ne pouvait pas le traiter. Une seconde, il était seul, la suivante, le sergent Harper était là. L'Australien s'était déplacé à travers l'obscurité impénétrable sans faire de bruit, sans déranger une seule feuille. Il n'a pas parlé. Il n'a pas chuchoté. Il a simplement écrasé le poignet de Blackwood, forçant le pistolet à retourner dans la saleté. La prise était douloureuse, absolue et terriblement forte. Harper s'est penché près, son visage invisible, mais sa présence écrasante. Il ne regardait pas le colonel, il regardait derrière lui l'ombre que Blackwood avait l'intention de tirer. Dans la faible lumière filtrée des étoiles, l'ombre a bougé à nouveau. Ce n'était pas un soldat. C'était un python massif, épais comme la cuisse d'un homme, glissant lentement le long du tronc d'arbre à seulement 3 mètres.
Il s'est arrêté, goûtant l'air, puis a continué sa descente silencieuse, disparaissant dans le sous-bois. Blackwood a réalisé avec nausée qu'il était à 1 seconde de tirer un coup qui aurait alerté chaque unité ennemie dans un rayon de 5 km. Il avait presque tous les tués par panique. Harper a tenu son poignet pendant 10 secondes de plus, laissant la leçon s'imprégner. Puis, aussi silencieusement qu'il était arrivé, il a relâché sa prise et s'est fondu dans l'obscurité. Aucun mot n'était nécessaire. Le message était clair. Dans cet endroit, ta peur est plus dangereuse que l'ennemi. Et le colonel a réalisé avec terreur que l'homme à côté de lui voyait dans l'obscurité comme un démon. Le 3e jour, le colonel Blackwood a cessé d'essayer de comprendre l'itinéraire. Il a cessé d'essayer de commander. Il s'est abandonné au rythme de la patrouille, se déplaçant comme un somnambule à travers un rêve éveillé. Il ne les a jamais vus consulter une carte. Ils ne se sont jamais arrêtés pour trianguler un signal radio ou se référer à un carré de grille. La jungle elle-même, ses motifs, son silence, ses odeurs, étaient leur boussole. Au début, Blackwood rejetait cela comme de l'arrogance, une assurance téméraire de gens qui avaient eu de la chance trop longtemps. Mais maintenant, en les observant lire la forêt comme un journal, il n'était plus si sûr. Cela a commencé avec les oiseaux. Un instant, la jungle bourdonnait du bourdonnement électrique des cigales et des appels lointains des perroquets. L'instant suivant, il n'y avait rien, un silence non de paix, mais d'absence. C'était comme si quelque chose de grand était entré dans la forêt, et toute autre vie s'était éclipsée pour faire de la place. La patrouille s'est immédiatement figée. Aucun mot n'a été prononcé, seulement une immobilité absolue. Le sergent Harper a lentement levé un doigt, puis a pointé vers la canopée au-dessus. Ses narines se sont légèrement dilatées, goûtant l'air humide. C'était le seul mouvement. Blackwood a tendu ses sens jusqu'à ce que sa tête lui fasse mal. Il n'entendait rien d'inhabituel. Il ne voyait rien d'autre que des murs verts. Puis il l'a attrapé. Faible et aigre, presque noyé par l'odeur de terre humide et de végétation pourrissante. De la fumée de cigarette. Quelqu'un à proximité fumait. Sous le vent, imprudent, nerveux. C'était une odeur qui n'appartenait pas ici. Un intrus chimique dans un monde naturel. Harper n'a pas réagi avec panique. Il n'y a pas eu de signal de main frénétique pour une embuscade, pas de tentative d'atteindre une radio pour appeler une attaque. Au lieu de cela, il s'est retourné et a silencieusement dirigé l'équipe dans un large arc, contournant vers un terrain plus élevé. Sans bruit, sans hâte. Il se déplaçait comme une meute de loups. Non pas pour combattre, mais pour comprendre. Blackwood les suivait, abasourdi. Dans sa formation, le contact signifiait l'action. Tu immobilises l'ennemi par le feu, tu appelles le soutien aérien, tu coordonnes l'artillerie, et tu t'engages jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Mais les Australiens ne chassaient pas la fusillade. Ils observaient comment l'erreur se développait. Alors qu'ils se faufilaient plus près, Blackwood apercevait à travers les fougères des aperçus, des formes ombrées et des uniformes verts, du mouvement, des armes. Une petite unité de l'armée nord-vietnamienne, peut-être 6 ou 7 hommes, s'était rassemblée près d'un sentier animal. Ils parlaient, fumaient, étaient détendus. Les Australiens ne disaient rien. Ils se fondaient dans la brousse, prenant des positions offrant d'excellentes lignes de tir. Un homme se glissa dans un arbre. Un autre disparut derrière un amas de racines. Blackwood cligna des yeux et ils avaient disparu. Il se retourna, s'attendant à des ordres. Aucun ne vint, seulement un regard discret de Harper qui leva 3 doigts puis tapota son poignet. 3 minutes. Attendre. Le pouls de Blackwood s'accéléra. À Long Binh, une telle situation aurait déclenché toute une chaîne de réactions. Coordonnées, demande de soutien, référence de grille. Ici, il n'y avait que le silence et la patience. Il observa les ennemis finir leurs cigarettes. Il les observa ajuster leur sac à dos. Il avait le pouvoir de mettre fin à leur vie maintenant même, d'appeler le feu et de les effacer. Mais Harper ne faisait rien. Et puis, aussi soudainement, les Australiens s'éloignèrent, non pas vers l'ennemi, mais autour d'eux, largement et lentement.
Non pas parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils n'avaient pas besoin du meurtre. Ce n'était pas une mission. La cigarette était un avertissement, pas une opportunité. De retour à une distance sûre, la leçon devint claire sans un mot prononcé. Ils ne nous cherchaient pas. Pas besoin qu'ils sachent que nous sommes ici. Blackwood hocha la tête, mais une partie de son être frissonna. Tant de formation, tant de doctrines lui disant de dominer le terrain, et non de l'éviter. Et pourtant, ce qu'il venait de voir était un contrôle d'un ordre supérieur. Un contrôle qui ne laissait pas de corps, de traces, de douilles de balles, seulement la confusion, seulement la peur, seulement des questions. Il n'annonçait jamais que cela arrivait. Il n'y avait pas d'ordre, de compte à rebours, de plan étalé devant le colonel Blackwood. Seulement un changement de rythme, à peine perceptible, comme si la jungle retenait son souffle. Mais cette retenue n'était que le calme avant la tempête. La patrouille s'enfonça plus profondément dans le ravin, qui sentait l'eau stagnante et le vieux fer. La lumière ici était tamisée, filtrée à travers des couches de canopée si denses qu'à midi, cela semblait être le crépuscule. Soudain, l'éclaireur en tête s'arrêta. Il ne s'accroupit pas. Il ne fit pas de signal. Il resta simplement là, fixant une petite clairière devant lui. Lorsque le colonel Blackwood s'avança, l'odeur le frappa en premier. Ce n'était pas l'odeur de la jungle. C'était l'odeur de tissu synthétique, de cuir pourrissant et de quelque chose d'autre. Quelque chose de doux et de terrible, qu'il reconnut immédiatement de son temps dans la cavalerie aérienne. Ils étaient entrés dans un cimetière. Éparpillés sur la clairière, se trouvaient les restes d'une patrouille américaine de reconnaissance à longue portée. Des semaines, peut-être des mois, s'étaient écoulés depuis la tragédie. La jungle avait déjà commencé à récupérer la scène, entrelaçant des lianes à travers les cages thoraciques et faisant pousser des fougères dans les casques vides. Mais l'histoire de leurs derniers instants était clairement inscrite dans les restes. Ils étaient 6. Ils avaient formé un périmètre défensif serré, suivant les instructions à la lettre. Leurs fusils M16 étaient coincés ou vides, gisant à côté d'eux comme des bâtons inutiles. Mais ce qui attira le regard de Blackwood, ce qui fit se tordre son estomac avec une prise de conscience nauséeuse, était le centre de la formation. Au milieu du cercle gisait l'opérateur radio, sa main squelettique serrant encore le combiné de la radio PRC 77. La lourde boîte verte était attachée à son dos, son antenne pointant vers le ciel comme un doigt métallique, implorant de l'aide. Il était mort en faisant exactement ce que le colonel Blackwood aurait ordonné, en appelant l'évacuation. Il criait pour des hélicoptères, pour l'artillerie, pour un sauveur qui n'arriva jamais. Et cette radio, cette précieuse ligne de vie que le colonel vénérait, était leur arrêt de mort. Le bruit de leur communication avait probablement indiqué leur position. L'attente de l'hélicoptère les avait cloués sur place. Ils avaient suivi la procédure, et la procédure les avait fait effacer. Blackwood marchait parmi les fantômes, ses bottes craquant sur les douilles usées. Il vit un porte-cartes encore scellé dans du plastique, avec des lignes bleues et rouges dessinées parfaitement sur l'acétate. C'était un plan, un bon plan, un plan approuvé par le commandement. Et maintenant, ce n'était que des déchets pourrissant dans la boue. Il regarda les soldats australiens. Ils ne touchaient à rien. Ils ne regardaient pas les corps avec pitié. Ils les regardaient avec reconnaissance. Il savait que c'est ainsi que se termine le bruit. Il savait que compter sur le soutien extérieur était un défaut mortel dans cet environnement. Harper croisa le regard de Blackwood et hocha la tête vers le combiné de la radio. Le message était silencieux, mais assourdissant. Voilà ce que ton système achète. Le colonel sentit une sueur froide perler sur son front, qui n'avait rien à voir avec la chaleur. Pendant 20 ans, il avait cru que la technologie et la puissance de feu étaient les atouts ultimes dans la guerre. Il croyait que si tu exécutes les étapes, si tu coches les cases, tu gagnes. Mais ici, dans cette clairière silencieuse, l'épreuve était indéniable. Ces hommes étaient morts parce qu'ils étaient trop bruyants, trop lents et trop dépendants. Ils étaient morts en attendant que la machine les sauve, au lieu de se sauver eux-mêmes. La radio n'était pas une ligne de vie. C'était une lanterne pour chaque soldat ennemi dans un rayon de 5 miles. Lorsque la patrouille repartit, laissant la scène tragique être engloutie par la terre,
Blackwood sentit le poids de ses propres convictions s'effriter. Il marchait avec des hommes qui n'auraient jamais passé cet appel, et pour la première fois, il comprit pourquoi. La fin arriva sans drame. Il n'y eut pas de point culminant cinématographique, de musique montante, d'ordre crié. Cela commença par une inclinaison subtile de la tête, une pause et un pas, un regard transmis d'homme à homme, plus rapide qu'un chuchotement. C'était ça, c'était le signal. La patrouille se dissipa dans les fourrés comme de la fumée dans un vent fort. Le colonel Blackwood s'accroupit bas derrière une fougère, incertain de ce qui avait provoqué la réaction. Il n'entendait rien, il ne voyait rien, mais les soldats australiens avaient disparu. En un instant, ils étaient à côté de lui. L'instant suivant, ils étaient des ombres parmi les branches et les lianes, armes levées, yeux rivés sur une cible qu'il ne pouvait même pas voir. Les secondes s'écoulaient. La jungle retint son souffle. Puis vint le coup. 3 tirs, précis, espacés, définitifs. Pas une rafale de tirs automatiques, pas une série paniquée de balles. Seulement la ponctuation froide de la compétence. Crac, crac, crac. Chaque tir était une décision prise et exécutée en une fraction de seconde. Chaque cible avait déjà été étudiée, évaluée et effacée avant même que la gâchette ne soit pressée. Il n'y eut pas de cris, de célébration, de chaos. Seulement le silence revenant comme un lourd rideau tiré sur la scène. Blackwood resta immobile, abasourdi. Sa formation l'avait préparé aux fusillades, au crépitement des radios, au rugissement des hélicoptères de combat et aux cris de l'artillerie. Il était habitué à la guerre du bruit et de la force. Mais ce n'était pas la guerre, c'était une suppression. Le SAS ne combattait pas l'ennemi, il le supprimait. 15 secondes après le premier tir, la patrouille réapparut un par un. Leur respiration était régulière, leur visage calme. Pas un mot ne fut prononcé. Le sergent Harper s'agenouilla près de l'un des corps, un éclaireur nord-vietnamien qui s'était égaré trop près du bord d'un lit de ruisseau asséché. Il vérifia l'arme, puis couvrit le corps de quelques larges feuilles. Il n'y eut pas de pillage, de prise de trophée, seulement une disparition professionnelle. Blackwood s'avança, ses bottes lourdes sur le sol mou, toujours incertain de quoi dire. Il demanda s'il devait le signaler. Harper ne leva même pas les yeux. Il secoua simplement la tête. Pas besoin. L'ennemi ne trouverait pas le reste de l'unité avant des heures. La patrouille venait d'acheter du temps pour quelqu'un d'autre, quelque part ailleurs dans la province. Ce n'était même pas leur mission principale. La patrouille ne chassait pas cette unité particulière. Ils agissaient simplement avec précision et discrétion pour neutraliser une menace qui aurait pu compromettre une autre équipe des jours plus tard. Il n'y eut pas de demande d'autorisation au commandement, aucune trace papier pour justifier l'accrochage, aucune confirmation de mise à mort nécessaire pour une recommandation de médaille. Il n'y avait que l'intention. Blackwood regarda en arrière le sentier par lequel ils étaient venus. La jungle avait déjà commencé à récupérer la scène. Les feuilles bougeaient dans le vent, les empreintes de pas disparaissaient, les hommes se déplaçaient déjà à nouveau. Et c'est ainsi que la guerre continuait, non pas dans les explosions, non pas dans le décompte des morts, mais dans les perturbations silencieuses, chirurgicales et invisibles. Avant que le colonel ne lève la radio pour signaler ce qu'il avait vu, il n'y avait déjà plus rien à signaler. La bataille s'était terminée avant de commencer. Le test ultime arriva non pas comme une bataille, mais comme l'endurance de la terreur pure. Le matin du 4e jour, la terre commença à vibrer. Ce n'était pas un tremblement de terre, c'était le martèlement rythmique de centaines de bottes frappant le sol. Un bataillon nord-vietnamien, entièrement équipé et se déplaçant rapidement, coupait directement leur chemin. Il n'y avait pas de temps pour contourner. Il n'y avait pas d'abri derrière lequel se cacher, à part une dépression peu profonde et boueuse, remplie d'eau stagnante et de feuilles pourrissantes. Le sergent Harper n'hésita pas. Il plongea dans la vase, signalant aux autres de le suivre. Le colonel Blackwood sauta le dernier, la vase puante couvrant son visage, son uniforme et sa fierté. Il se pressa dans la terre, jusqu'à ce qu'il sente les racines froides contre sa joue. Et puis ils attendirent. Le premier soldat ennemi passa à seulement 3 pieds du nez de Blackwood. Il voyait la boue collée aux sandales de l'homme. Il voyait l'ourlet effiloché de son pantalon. Il sentait la sueur et l'huile d'armes. Puis vint un autre, et un autre.
Une rivière apparemment interminable d'uniformes verts coulait devant leur cachette. Le bruit était assourdissant. Le cliquetis de l'équipement, le marmonnement des voix, la respiration lourde des hommes en marche. Le cœur de Blackwood battait si fort qu'il était certain qu'il ferait vibrer la terre. Il voulait crier. Il voulait se lever et fuir. Chaque instinct dans son corps criait « combat » ou « fuis ». Mais il était forcé de faire la chose la plus difficile au monde. Absolument rien. Le temps se déforma. Les secondes s'étirèrent en heures. Une goutte de sueur roula sur son front, piquant son œil, mais il ne cligna pas. Un moustique atterrit sur son nez, perçant la peau, mais il ne bougea pas. Il n'était plus colonel. Il n'était plus un homme. Il n'était qu'une autre mode debout dans le marais, qui ne se souciait pas de savoir s'il vivait ou mourait. Il regarda de côté vers Harper. Les yeux de l'Australien étaient ouverts, fixant vaguement devant lui. Sa respiration si peu profonde que sa poitrine semblait ne pas bouger. Il était devenu une statue. Il était devenu le vide. Blackwood se força à imiter cette immobilité, à éteindre son esprit, à cesser de calculer les chances et à commencer à faire confiance au silence. Pendant 20 minutes atroces, l'ennemi marcha sur leur tombe. À un moment, un soldat s'arrêta, regarda directement la touffe d'herbe où gisait Blackwood et ajusta la sangle de son fusil. Le colonel cessa de respirer. Ses poumons brûlaient. Sa vision nageait de taches noires. Il pria un Dieu avec qui il n'avait pas parlé depuis des années, suppliant de ne pas tousser, de ne pas éternuer, de ne pas bouger. Le soldat cracha dans la boue, manquant la main de Blackwood de quelques centimètres, et se retourna pour rejoindre la colonne. Lorsque le dernier pas disparut enfin au loin, Blackwood ne bougea pas. Aucun d'eux ne le fit. Ils restèrent là pendant 10 minutes supplémentaires, laissant le silence revenir, laissant la jungle les reprendre. Lorsqu'ils se levèrent enfin, dégoulinant de saleté, Blackwood ne vérifia pas son uniforme. Il ne s'essuya pas le visage. Il prit simplement une respiration profonde et tremblante de l'air qui avait le goût de la chose la plus douce sur terre. Il avait survécu, non pas en conquérant l'ennemi, mais en devenant invisible pour lui. Le dernier matin, la jungle sembla s'adoucir, comme reconnaissant que le test était terminé. La pluie s'arrêta, et des rayons de soleil percèrent la canopée, illuminant la vapeur s'élevant du sol. Le colonel Blackwood ressentit une vague de soulagement. Pour la première fois en 96 heures, il pouvait respirer sans sentir le goût de la peur. Il se dirigeait vers la ligne de crête, se déplaçant dans la même formation silencieuse. Mais la tension s'était brisée. La mission, quelle qu'elle fût, semblait terminée. Personne ne l'expliqua. Personne n'en avait besoin. Dans ce monde, il n'y avait pas de débriefing, seulement la satisfaction silencieuse d'avoir survécu. Blackwood vérifia sa montre. Il était temps. Il gardait la question dans sa poitrine depuis le moment où ils avaient quitté la base. Et maintenant, avec la fin en vue, elle s'échappa enfin. Il demanda quel était le plan d'évacuation. C'était une simple question, une procédure standard dans toute armée occidentale. Aucune patrouille n'était complète sans stratégie de sortie. Tu as besoin de coordonnées d'hélicoptères, de zones d'urgence, de points de rassemblement secondaires et de couverture d'artillerie pour couvrir le retrait. Le plan est la colonne vertébrale de l'opération. Sans lui, tu ne fais qu'errer. Mais le sergent Harper ne cessa pas de marcher. Il ne regarda même pas en arrière vers le colonel. Il déclara simplement, platement et sans émotion, qu'il n'évacuait pas, il marchait. Blackwood s'arrêta net. Les mots n'avaient aucun sens. Nous marchons. Ce n'était pas de la bravade, c'était une politique, c'était une doctrine, c'était une philosophie condensée en 2 syllabes. À ce moment, Harper démonta la moitié de ce que Blackwood considérait comme essentiel au fonctionnement d'une armée moderne. Il ne faisait pas confiance à l'évacuation, parce que l'évacuation signifiait le bruit. Il ne comptait pas sur le soutien aérien, parce que le soutien signifiait la dépendance. Il n'y avait pas d'hélicoptère d'évacuation médicale attendant de foncer. Il n'y avait pas de force de réaction rapide assise sur la piste. Pour le SAS,
Ces choses n'étaient pas des filets de sécurité. C'étaient des points faibles. C'étaient des boulets qui te rendaient plus bruyant, plus lent et plus visible. Pour Blackwood, ce concept était impensable. Il allait à l'encontre de tous les manuels qu'il avait jamais lus. Mais lorsqu'il regarda les 5 hommes devant lui, sac à dos léger, yeux vigilants, corps mince de précision, il réalisa la vérité terrifiante. Ils n'étaient pas préparés au sauvetage. Ils étaient préparés à ne jamais en avoir besoin. Il n'y avait pas de « si les choses tournent mal » dans leur vocabulaire. Il n'y avait que « ne sois pas vu, ne sois pas entendu, ne sois pas trouvé ». Blackwood avait passé toute sa carrière à construire des systèmes qui supposaient que l'échec se cachait toujours au coin de la rue, des systèmes qui croyaient que la sécurité venait du soutien en couche et de la communication constante. Le SAS avait fait l'inverse. Ils avaient transformé la survie en responsabilité personnelle, et non en structure de commandement. Pour eux, chaque once d'équipement était un choix, chaque son était un engagement, chaque pas devait se justifier. Et soudain, Blackwood comprit pourquoi ils ne portaient pas de radio, pourquoi leurs fusils semblaient massacrés, pourquoi leurs yeux ne cessaient jamais de scanner. Ce n'étaient pas seulement des soldats, c'étaient des plans d'évasion enveloppés dans la peau. Ils ne patrouillaient pas seulement la jungle, ils y disparaissaient. Et maintenant, le colonel devait sortir avec eux pas après pas douloureux, laissant sa dépendance à la machine dans la boue. Le retour à la civilisation fut un choc. À la périphérie de la base australienne, un camion attendait pour ramener le colonel au complexe américain massif de Long Bean. Le sergent Harper et son équipe ne voyageaient pas avec lui, ils ne firent même pas leurs adieux. Ils se fondirent simplement dans les broussailles. Une autre mission déjà en cours. Leur guerre continuait sans interruption. Blackwood grimpa à l'arrière du véhicule seul. Ses bottes étaient déchirées, son arme de poing rouillée par la sueur. Sa carte était une masse de papier inutile dans sa poche. Il regarda une dernière fois la ligne d'arbres, mais il n'y avait rien là. Ils avaient déjà disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Le trajet de retour sembla plus long que toute la patrouille de 4 jours. Le camion roulait le long de la route de terre rouge, soulevant de la poussière qui couvrait tout. Sa peau, ses cheveux, les pages vides du carnet. Le colonel Blackwood était assis en silence, observant la jungle reculer dans le rétroviseur latéral, comme un fantôme qui s'estompe. Lorsqu'il arriva enfin au commandement américain, c'était comme si la guerre s'était réinitialisée. Le chaos des casemates, des ordres criés, du bavardage radio entrant et de l'odeur de café chaud et de carburant le salua comme un vieil ami. Mais pour Blackwood, cela semblait faux. Les cartes épinglées au mur avec leurs flèches audacieuses et leurs zones colorées ressemblaient à des dessins d'enfants. Il se tint devant la carte opérationnelle principale, celle que chaque officier passait une douzaine de fois par jour, et il la fixa simplement. Elle était couverte d'épingles, de lignes et de symboles codés. Les routes étaient marquées en rouge. Les zones d'atterrissage d'hélicoptères étaient encerclées en bleu. La portée de l'artillerie était ombrée en vert. Tout semblait propre, trop propre. Il chercha la province qu'il venait de patrouiller. Elle était marquée de quelques flèches fines et d'une étiquette simple. Faible activité, contact limité. Il faillit éclater de rire. Ce qu'il avait vu dans ces forêts n'était pas une faible activité. C'était une guerre complètement différente. Une guerre sans icône. Une guerre qui ne tiendrait sur aucune carte. Une guerre d'ombre, où l'influence ne laissait aucune trace. Où une équipe de 5 hommes pouvait changer le sort de tout un district et disparaître sans laisser de journal radio. Plus tard cette nuit-là, il était assis à son bureau. Le formulaire officiel de rapport après action était vide devant lui. Les sections demandaient des indicateurs standards. Force ennemie rencontrée, pertes infligées, pertes propres, munitions consommées. Il réalisa avec un sentiment de vide qu'il ne pouvait remplir aucune d'entre elles. Il n'avait pas tiré un coup de feu. Il n'avait pas appelé de soutien. Il n'avait pas compté les corps. Il ne remplit qu'une seule section. Sous les remarques, il écrivit un paragraphe qui serait probablement ignoré par le Pentagone pour toujours. Il écrivit qu'il avait été témoin de 5 soldats accomplissant plus en 4 jours que certains bataillons n'accomplissent en 1 mois. Il écrivit que leur doctrine ne concernait pas la conquête, mais la survie sans permission. Il cessa d'écrire et regarda ses bottes, toujours couvertes de boue de la brousse profonde.
Puis il regarda son arme de poing sur le bureau. Il ne l'avait pas sortie une seule fois pendant toute la patrouille. Il réalisa maintenant que le pistolet n'était qu'un outil au cas où les choses tourneraient mal, et pour le SAS, les choses tournaient rarement mal. Avant d'éteindre les lumières, il chuchota une dernière pensée à la pièce vide. Nous nous entraînons à gagner par la puissance de feu. Il gagne en n'étant jamais vu. Et dans ce silence, le colonel Blackwood comprit enfin le véritable coup.